Ok, passons à l'intervenant suivant. Deux intervenants. Il s'agit de Nicolas Loubet et Isabelle Radke, qui vont nous parler du blockchain. Alors, Nicolas Loubet, il est cofondateur de C-Labs, de Bluenode, de Notex et de UMaps. Nicolas est un entrepreneur hyperactif, la preuve, avec tout ce qu'il a fondé déjà, dans les communautés créatives depuis 2010. Depuis un an, il co-développe C-Labs avec Clément Épier pour faciliter l'appropriation des technologies émergentes, à commencer par blockchain. Il va nous dire ce que c'est que le blockchain. Isabelle Humbert Radke est sculpteur, ingénieur et ingénieur innovation, pardon. Les usines Louise est un processus d'exploration, développement créatif de l'économie contributive et l'innovation frugale portée par Isabelle Radke, sculpteur apprenti, biohackeuse à la Paillasse Saône. Alors c'est un peu comme, c'est marrant, ça me rappelle un peu les menus dans les restaurants français. Ça, moi je suis belge et voilà, on lit, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, donc on espère qu'on va être éclairé maintenant sur scène. Welcome. Parfait. Est-ce que tout le monde entend bien? Ok. Alors, petite précision, il y a un grand débat sur le côté masculin ou féminin de la ou le blockchain. Je vous propose de le féminiser. Donc, nous allons parler de la blockchain. Et alors forcément, dans une intervention de ce type, on commence toujours d'habitude par une question qui est combien d'entre vous ont déjà entendu parler de la blockchain? Si vous pouviez juste lever la main, ça permet d'apprécier. Et on va faire la deuxième question qui est qui pense sincèrement avoir compris ce qu'est la blockchain? Il y a le monsieur là. Ok. Et d'habitude, je rebondis sur cette question qui, je pense, est vachement plus intéressante. C'est que si effectivement la technique est la solution, se pose la question sociale et citoyenne, et je dirais même humaine. Je pense que vous connaissez ce monsieur, hein. Donc, il y a un architecte que j'ai découvert vraiment sur le tard. Donc, je ne sais pas si on le prononce Cedric Price ou Price. Et merci. Et manifestement, cette phrase a été écrite, prononcée dans les années 60. Et je dirais qu'elle se colle à nous et à nos basques depuis, on va dire, un demi-siècle. J'aimerais commencer en fait par un hommage, pour ainsi dire. En tout cas, un appel à lecture. Parce que parfois, tout commence par un bon livre. Peut-être que vous connaissez cet ouvrage qui s'appelle donc Utopie du logiciel libre et qui décrit comment finalement des fous dans les années 80 ont réussi à penser, imaginer des alternatives dans une époque où effectivement la programmation, la micro-informatique était en train de défermer partout et devenir ce que c'est devenu maintenant, donc 30 à 40 ans plus tard, et qui a montré que pour des raisons éthiques, profondément, des gens étaient prêts à travailler sur d'autres bases et à reconsidérer leur rapport au travail. Le point est le suivant, c'est que si dans le monde de l'informatique, si dans le monde du numérique, on a pu observer ces émergences, ce rapport au travail qui est porté sur une éthique de la libération, de l'émancipation, ceci est en train d'arriver, est déjà arrivé, et je dirais même c'est déjà depuis très longtemps installé dans d'autres contextes de travail, d'autres contextes de mode de vie, quoi. Et donc, je pense que dans une assemblée qui pose des questions de fond sur la création, sur le récit, sur l'imaginaire, se pose la question justement de où se fait et où se construit l'imaginaire à venir. Et je pense que ce sont justement dans ces marges que se construisent donc les nouvelles utopies concrètes. Ça, c'est à Colombes, et je pense que c'est un lieu d'utopie concrète par excellence, c'est-à-dire un lieu où des familles de tous âges, avec des enfants de tous âges, peuvent se donner les moyens de se réapproprier justement ce rapport à la nature et au végétal, sachant que, pour information, ce site qui est à Colombes est un peu menacé et que le maire actuel, donc peu importe les détails, souhaite en faire un parking, ce qui est très dommage. Donc, comme vous pouvez le voir, tout ça est au pied des tours. Et pourtant, vous avez des gens de tout âge, encore une fois, et de toute génération et de toute classe sociale qui se donnent les moyens de faire ensemble, de réapprendre effectivement ce rapport à la nature. Ça, c'est des choses beaucoup plus élémentaire, c'est passer du temps avec ses enfants. Donc, je suis un jeune papa, donc j'ai appris à me calmer et à prendre du temps avec mon petit bonhomme. Et en fait, c'est assez fou de se rendre compte à quel point ce sont des lieux d'imaginaire quand on est amené effectivement à repenser ce rapport à nos enfants et inversement aux adultes. Dernier lieu, je pense, d'utopie concrète, ce sont effectivement ces lieux où on repense le rapport à la fabrication. Donc, comment ne pas être dépendant d'une grande chaîne de fabrication qui nous entoure. Et si on a besoin d'une chaise, boum boum badaboum, on peut la créer, pour ainsi dire, dans le quartier, parce qu'on a un Fab Lab, donc un lieu de fabrication, un lieu de réappropriation technologique à côté. Et simplement, oui, je refais défiler, parce que j'aime bien aller les retours. Gardez bien ça en tête. Avant de parler de blockchain, il faut se poser la question. Et je pense que c'est cette question-là qui est importante. C'est-à-dire, quels sont fondamentalement les ressorts et les causes
qui nous pousse à être ce qu'on est, où on l'exprime, comment on l'exprime. Et je pense que c'est vraiment cette notion-là qu'il faut avoir en tête quand on parle de blockchain. Voilà. Ça paraît un peu saugrenu parce que d'habitude, quand vous voyez une présentation sur ce sujet-là, vous dites mais quel est le rapport Le contexte global, qui en France en particulier entoure toutes ces utopies concrètes, est le contexte de ce qu'on appelle les tiers-lieux. Est-ce que dans cette salle, vous avez le sentiment de comprendre ou de savoir ce que sont les tiers-lieux, si vous deviez laver la main? Je vais venir dessus. Alors, il y a des champions à droite, des champions à gauche, je les connais. Et pour moi, donc, ces fameux tiers-lieux, qui une notion très française, agissent justement comme des catalyseurs de cette métamorphose. Les tiers-lieux, je dirais, pour faire très très vite, et c'est moi qui parle, ce sont des lieux de réconciliation. C'est-à-dire que s'il y a bien une chose qui est difficile dans notre époque et dans notre société, c'est d'être en accord avec ses valeurs et avec soi-même. Et on est tout le temps en désaccord avec son entourage. C'est absolument dingue de l'observer. On est tout le temps, alors peut-être c'est beaucoup plus fort en France, mais je n'ai pas assez voyagé pour le dire, qui repose sur un certain nombre de valeurs. Excusez-moi, ça tire. C'est des lieux de réconciliation entre l'individu et le collectif. Et je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est comment, au lieu de passer de monsieur, madame, monsieur, on passe au nous et on pense le nous plutôt que le je pris individuellement. C'est aussi des lieux qui reconsidèrent l'espace. Comment, par exemple, dans cette assemblée, au lieu de voir les choses de façon statique, de façon arrêtée, on peut repenser notre rapport à l'espace et nous dire, finalement, ce qui est intéressant dans cet espace, c'est les recoins, c'est les choses qui sont au bout, peut-être même en haut, et comment reconsidérer effectivement notre rapport à l'espace au regard, encore une fois, de cette réconciliation. Et enfin, je pense que c'est le marqueur le plus fort, c'est que généralement, quand on me dit « mais Nicolas, mais comment tu gagnes ta vie ?» Toi qui es tout le temps précaire, qui bouge partout, qui fait des formations à droite, à gauche, je leur dis je ne gagne pas vraiment vie, je survis. Et il faut bien effectivement avoir un pied gauche dans le monde capitaliste bien traditionnel, puis un pied droit dans un autre monde, et c'est le monde du commun pour ainsi dire. Et donc c'est des lieux où on se réconcilie avec d'autres modes de financement, d'autres modes de réciprocité. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment très très fort et que beaucoup d'entre nous le ressentent. Vous me direz, quel rapport avec blockchain? J'y viens. Le fil rouge de tout ça, c'est cette notion du commun. Le commun, c'est, je dirais, quelque chose qui a toujours été là et on ne s'en est jamais vraiment rendu compte. Et moi, j'ai encore une fois pris du temps avant de le comprendre. C'est une ressource, donc un lieu, un savoir, un jardin, une rue, un protocole, une communauté d'utilisateurs et de contributeurs qui, effectivement, vont se donner un certain nombre de règles et qui vont muter au fur et à mesure du temps pour, justement, gérer et organiser cette ressource. Donc, vous reconnaissez peut-être en bas le petit jardin partagé, ces espaces dits de coworking. Je pense que beaucoup d'entre vous ont ce rapport maintenant au coworking, surtout dans les métiers de la création. Et ce bon vieux Wikipédia qui, vous savez, il y a 20 ans n'existait pas. Le point, c'est que si on fait le fil de ce début d'intervention, vous voyez bien que le numérique est un peu en toile de fond. Et ce qui est assez vertigineux à observer, c'est justement la croissance extraordinaire de ce qu'on appelle les communs numériques. Encore une fois, pris dans ce registre-là. Donc ça, c'est une courbe, excusez-moi, je me rapproche de l'écran, entre 2006 et 2015, qui vous montre l'explosion du nombre de contenus, de créations intellectuelles a priori humaines, qui sont licenciés par cette approche du Creative Commons, qui permet le remix, qui permet le partage, qui permet la réappropriation. Et vous voyez qu'on a passé la barre grosso modo du milliard, depuis maintenant quasiment 2 ans. C'est ce qu'on appelle le State of the Commons. Le point, c'est que ce qui est assez étrange, alors bien sûr, on pourrait le mettre en parallèle avec la totalité des contenus qui sont produits par ailleurs, parce que le commun, c'est une goutte d'eau dans un océan de contenus propriétaires. C'est que, mine de rien, et ça, je pense qu'on le voit moins, on le ressent moins, on vit dans une époque et dans une situation où le numérique nous met en tension. Encore une fois, on regarde les enjeux de réconciliation que j'ai mentionnés. Ça, c'est une vignette, plus exactement une photo, qui a été prise à l'occasion d'un événement qui s'appelle le Blockchain Workshop à Sydney, donc en décembre. Et vous voyez donc ce cher Larry Lessig, qui est donc l'un des pères fondateurs de cette pensée sur les communs numériques, à qui on doit le fameux Code is Law, se prononcer et dire une phrase très importante. Le monde marchand et le monde des gouvernements, toute allusion à l'actualité est en tâche de fond, c'est associé, pour ainsi dire, pour que Internet, le cyberespace, puisse être régulé et contrôlé. Et je dirais même, ils ont pimpé l'architecture pour qu'on puisse effectivement la réguler et la contrôler. Ça, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, c'est l'un des cofondateurs de Pirate Bay. Donc, ce site, effectivement, qui permettait d'après de trouver tous les PDF du monde et pas mal de musique et pas mal de films. Et je peux dire qu'il a pris super cher. Ces gars-là, ils étaient un peu foufous effectivement sur les bords, mais en particulier celui-ci qui a été porte-parole de The Pirate Bay. Et vous voyez, c'est marrant, j'ai extrait cette petite phrase. Nous pensons qu'Internet, c'est le réel. Vous voyez, cette tension, elle est super intéressante entre ce qui paraît être dans le dehors et ce qui paraît être dans le monde d'Internet. Encore une fois, cette question de la réconciliation. De façon beaucoup plus sérieuse,
vous avez maintenant des publications et de la littérature qui permettent vraiment d'interroger notre rapport à la propriété, notre rapport justement à ce monde numérique. Ça, c'est la deuxième suggestion de lecture que je vous soumets, qui donc a été préfacée par Larry Lessig et qui a été créée par Mélanie Dumont de René, qui est une chercheuse spécialiste sur le droit dans un monde contraint et numérique, sur les golems numériques. Pour faire très vite, et ça je pense que beaucoup d'entre vous sont confrontés au quotidien avec cette question-là. Je vous la lis, vous pouvez la lire. Les DRM, développés par les titulaires de droit, sont des pièces logicielles qui mettent en œuvre des décisions de matière automatique sans contrôle par la société, l'État ou le droit et de manière invisible. C'est-à-dire que dans le livre que je viens de vous montrer, Mélanie nous décrit comment depuis 10, 15 ans, et je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, vous avez un certain nombre de protocoles, un certain nombre d'artefacts techniques qui limitent notre capacité à utiliser simplement le patrimoine matériel et notamment nos ordinateurs. Et ça a des incidences qui sont absolument décisives. Et c'est pour ça que blockchain en particulier existe. Ça, c'est Cory Doctorow. Donc je pense que c'est quelqu'un qui soit est déjà venu, soit viendra un jour sur un Landoucher, Paris ou ailleurs. Prospectiviste, auteur de science-fiction, et qui clairement a cette capacité à articuler les idées pour nous permettre de mieux comprendre l'époque qu'on vit. Lors d'une intervention qui de mémoire date, je crois, de décembre 2011, intervient sur, voyez le titre, The Coming War on General Computation. Et là encore, toujours dans cette variation autour du monde tourmenté, dans le monde où on est, tout est ordinateur. Et ça, notez. Ça, c'est quelque chose de très très puissant à garder en tête. C'est-à-dire que pas plus tard qu'hier soir, j'étais avec un jeune homme designer qui est dans une société qui est amené à équiper une partie de nos voitures et qui m'expliquait comment aujourd'hui on a défini un certain nombre de règles qui permettent de regarder la voiture comme un objet de plus en plus autonome, bardé de capteurs, et qui permet effectivement de prendre des décisions en toute autonomie, sans aucune intervention humaine. Et ça, c'est quelque chose qui, je dirais, est en toile de fond. Le mécontentement que soulèvent les copies notes autorisées du dernier best-seller, à la mode sera insignifiant comparé aux appels aux armes, alors bien sûr, mettez des guillemets, que créera bientôt notre réalité tissée d'ordinateurs. Pour boucler, et surtout pas pour vous perdre, même si certains commencent à s'accrocher sur leur siège, vous avez dû voir qu'en mars, on a eu un des moments les plus épiques de notre chère épopée technologique. C'est cette bataille, alors elle n'est pas à jour, la machine 4, l'humain 1, où l'un des meilleurs joueurs de Go de toute l'histoire récente s'est fait mettre une branlée par une intelligence artificielle. Donc pour ceux qui sont des spécialistes de Go, ça vous semble peut-être assez foufou. Moi, j'étais pas spécialiste, donc j'ai essayé de comprendre ce qui se jouait. Ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles, ce patrimoine algorithmique qu'on avait construit, en gros, avaient des capacités d'intuition qui, dans un certain nombre de jeux de stratégie, étaient capables de nous mettre une branlée, encore une fois. Et ça a des incidences très très importantes pour nos métiers. Si on le met en perspective et qu'on accélère, vous voyez bien, alors ça c'est une métaphore évidemment, les choses ne sont pas aussi simples, mais on est mis en tension en fait par notre patrimoine technologique. Si vous rigolez, haussez les épaules, je le comprends. Mais ça m'a vachement interpellé de regarder effectivement les incidences depuis 15 ans de ces efforts en algorithmie. Ça, je vous le lis rapidement, mais en gros, tout ce qui peut être automatisé un jour sera automatisé. Voilà comment il faut voir les choses. C'est-à-dire que ces messieurs qui sont en régie, il y a de fortes chances que vous soyez automatisés. Il y a de fortes chances qu'une grande partie effectivement de ce que j'ai produit en termes de création soit automatisée. Il y a une forte chance que toute la logistique autour de cette salle soit automatisée, et pas dans 20 ans, dans quelques années. J'en arrive au pivot, et sur la fin, mais quel est le rapport avec ces foutues blockchains ? Et bien, si on met en perspective ces enjeux de réconciliation, le fait qu'effectivement les communs explosent, notamment dans le domaine numérique, qu'on est pris dans une situation, je dirais, de tension au regard des règles de propriété de cette ressource, se pose en fait en recul, si on prend vraiment du recul, c'est ce qu'on appelle l'overview effect, on regarde la Terre, on dit waouh, magnifique, se joue la question de la structure sociale de nos activités, le rapport de l'un à l'autre et donc de nos organisations. Je me mets accroupi pour bien voir. Vous avez, grosso modo, pour faire très très vite, un effort de classification a été fait sur ce que j'appellerais les vieilles organisations, boring old organization, donc des humains au bord et des humains au centre. Après, vous avez de façon un peu caricaturale l'équivalent avec eux des machines. Et puis, vous avez une espèce de truc bizarre qu'on appelle les DAO, qui considèrent que l'essentiel, quand on est amené à avoir un capital interne, est construit autour d'un processus d'automatisation avec des humains au bord. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler. Après, cette slide en soi mériterait un débat sans fin. Excusez-moi. Nous avons eu, et nous avons depuis 7 ans, une expérience d'organisation sociale absolument farfelue qu'on appelle Bitcoin. C'est pour ça, en grande partie, que je suis là sur cette salle. Si Bitcoin n'existait pas, je pense que je serais en train de faire complètement autre chose. C'est que nous avons, pour la première fois, une forme d'organisation sociale qui a quasiment
les archétypes d'une civilisation dans lequel vous avez des gens qui sont amenés à mettre de la puissance de calcul, des gens qui sont amenés à utiliser effectivement ce qu'on appelle de l'or numérique qui permet d'échanger de façon pair à pair entre guillemets des valeurs, qui a fonctionné sans qu'aucune autorité centrale organise la complexité de ce système. On pourrait passer des heures sur ce schéma tellement il est stimulant. Le point, c'est que, étant considéré le fait que l'essentiel de nos ressources, notamment informatiques, en gros tout ce que vous avez dans vos mobiles, vous devez exploiter, je pense, quelques pouillèmes de pourcents des capacités. Si nous pouvions mettre en commun ces capacités de calcul, ces ressources matérielles, ce patrimoine matériel, pour exécuter effectivement des fonctions complexes, nous aurions la capacité d'organiser un ordinateur qui nous appartient tous et qui nous permet justement de nous défaire de tout ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire une espèce de construction baroque entre une infrastructure qui consacre la liberté, et aussi peut-être l'équité, et la nécessité d'un monde marchand, d'un monde gouvernemental, de le réguler, de le contrôler. La blockchain ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de penser un monde juridique, intellectuel, scientifique, humain, dans lequel on peut consacrer cette approche du commun, dans lequel on peut mettre en congruence nos valeurs et ce qu'on aime faire dans la vie. Et il se trouve que la propriété d'un ordinateur, d'une force de calcul, participe de ce scénario. C'est-à-dire que l'idée même que nous tous, nous puissions être propriétaires et utilisateurs de droit d'un même ordinateur, c'est précisément ce que permet des technologies d'organisation comme la blockchain. Donc je suis très déceptif, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est blockchain, j'aimerais plutôt vous dire quelles conséquences ça peut avoir. Pour faire très très vite, dans le cas de Bitcoin, vous êtes amené effectivement à échanger, pour ainsi dire, et de façon très caricaturale, en pair à pair des devises. Je sais bien que les spécialistes me tendraient les chevilles, mais pour faire vite, c'est ça dont il s'agit. Au lieu d'avoir tout ce cycle un peu complexe de validation de banque à banque avec Visa Mastercard au centre, nous pouvons s'échanger des devises en pair à pair. L'idée de ce que je viens de vous partager, c'est que cette technologie d'organisation qui consacre l'approche pair à pair, qui consacre justement cet esprit du commun, nous permet de développer des relations à caractère juridique en pair à pair. Et ça a des incidences absolument dithyrambiques. Et c'est ça qu'on va vous présenter sur la fin. Un smart contract, donc un contrat qui est basé sur le code à cette forme, et je m'arrête très vite parce que je sais que cette slide peut faire très très peur. Le point est que, de la même manière que nous avons appris, on a 5 minutes, c'est ça? Pardon. De la même manière que nous avons appris à coder des sites web dans les années 90, je ne vais pas vous faire l'affront de dire qui c'est, manipuler le HTML et ses bêtises, nous allons avoir la possibilité, avec tous les efforts qui ont été faits autour de la pédagogie, autour du code, de l'apprentissage de la programmation, la capacité, sur la base d'un ordinateur mondial qui orchestre effectivement nos ressources, qui nous permet d'échanger de façon pair à pair des relations de confiance, d'écrire nos contrats de la même manière qu'on écrivait, pour ainsi dire, des lignes de code en balise. Je te propose de rejoindre Isabelle, on arrive bientôt sur le... Le point est le suivant, c'est que vous avez des fous furieux qui commencent effectivement à penser autour de ces propriétés, des applications originales qui sont toutes intermodulaires, interopérables, qui reposent sur une même base de données distribuée et qui nous appartient tous. En conclusion, et je m'excuse si d'aventure ça a pu paraître un peu touffu, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans une époque extraordinairement hybride. Si je devais le résumer, tout ce que j'ai compris du transmédia, et je ne suis pas un auteur de transmédia, vient nourrir dans le monde entier, mais vraiment à toutes les échelles, ce potentiel. C'est-à-dire qu'il y a une convergence entre ce potentiel technique et toute la création et toute l'immersion telle que je l'ai compris dans cet univers. Et nous allons vous présenter une expérience qui s'appelle le Plantoid, notamment cet après-midi, qui permet de l'incarner. En rapide, le Plantoid est un hybride entre une sculpture, un robot pour ainsi dire, et justement des propriétés biologiques telles qu'effectivement elles peuvent se dessiner dans la nature depuis maintenant des milliards d'années. Je vais aller très vite. Le Plantoid est une sculpture, vous voyez, électronifiée, qui permet d'avoir des interactions. Quel est le point intéressant? Tout ce que je vous ai montré, qui paraît super complexe, s'incarne autour de ce schéma-là. Imaginez une sculpture qui est dotée en gros d'une capacité très élémentaire de computation. Donc en gros, il a un micro-ordinateur, un Raspberry Pi pour les puristes, qui se destine à avoir une clé publique, en gros un QR code, vous connaissez tout ça, qui permet à des gens, vous, moi, de nourrir la plante en Bitcoin. Je fais la situation. Vous avez la plante, vous voyez la plante, vous dites oh, magnifique cette plante, waouh, quelle esthétique. Vous lui envoyez 0,01 Bitcoin. Elle clignote. Elle vous remercie pour effectivement lui avoir envoyé quelques Bitcoins. Ce qui se passe, c'est que plus la plante est amenée à interagir, plus vous avez des gens qui sont amenés à financer entre guillemets la plante, de par son esthétique, son caractère de séduction, plus vous avez une quantité de Bitcoin qui augmente et qui permet d'ouvrir un appel à projet pour que d'autres artistes, effectivement, puissent candidater pour avoir le droit de construire une autre plante. Et ce qui est intéressant, c'est que passer, effectivement, à la phase de vote,
Le tout orchestré par cet ordinateur global qu'on appelle Ethereum permet de valider qu'un autre artiste crée cette plantoïde et qu'elle puisse donc se reproduire avec un code qui nous appartient tous, qui est donc dans la blockchain Ethereum. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous avez une mécanique de reproduction quasi autonome qui est garantie par un grand orchestrateur qui est la blockchain. Et donc, en un mot, nous avons quasiment donné vie à une sculpture qui s'appartient à elle-même et qui n'est la propriété de personne puisqu'elle est la propriété de nous tous. Et c'est exactement ça qu'on va expérimenter cet après. Je te laisse la parole pour la fin. Ah, okay. Et moi, je suis là, bonjour, je suis Isabelle des Usines Louise, uniquement à titre d'exemple, comme artiste. Merci, c'est pas mal. Et avec absolument pas l'habitude de parler en public, donc vous m'excuserez. Mais donc pour montrer, en fait, en tant qu'artiste, comment est-ce que j'essaye de m'approprier cette technologie de la blockchain. Donc, les Usines Louise, c'est le nom d'un projet que j'ai démarré, que j'ai appelé ce projet les Usines Louise pour montrer que c'est quelque chose de collectif et que c'est finalement un travail de sculpture et d'exploration des outils et des méthodes de production. Ce qui m'a intéressé dans le Plantoid, c'est le fait que ce soit une œuvre en Creative Commons. Donc il vous a expliqué avant ce que c'était. Donc c'est d'y participer et c'est aussi l'aspect politique parce que c'est donc une DAO, Decentralized Autonomous Organization, parce que c'est les aspects qui m'intéressaient. Je voulais vous dire deux mots d'où je viens. Je suis un sculpteur plutôt classique, j'ai travaillé le métal. J'ai grandi dans une ferme, j'ai fait des études aux Beaux-Arts à Paris, j'étais ensuite à New York, j'ai travaillé avec des artistes dans un atelier collectif. Pourquoi je vous montre ces sculptures? Parce que c'était une façon pour moi d'explorer en tant qu'artiste le travail et comment ça se passe, et c'était la question du travail et du labeur, et donc c'était une visualisation de ce que ça peut être et aussi une expérimentation personnelle parce qu'en faisant ces sculptures en métal, je tape dessus au marteau pendant des jours et donc voilà, c'était de moi de me plonger dedans pour expérimenter. C'est aussi important que le résultat à la fin. Et d'ailleurs, c'est des sculptures qui sont à Paris. Si quelqu'un cherche 3 vaches. Voilà. Je suis aujourd'hui, donc depuis un certain temps, je m'intéresse toujours à cette façon de qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on le fait ensemble. Et ça, en m'impliquant justement dans les tiers-lieux, dans des hackerspaces, dans des démarches d'innovation frugale ou en participant à l'art open source, en prenant donc par exemple avec le projet Plantoid, un projet qui m'a pas du tout appartenu, mais dans lequel je m'inscris, j'essaie de me l'approprier, d'y participer, d'y contribuer. Ça m'intéressait aussi pas mal parce que ça répond à un projet actuel qui m'est personnel, qui est Tree Coach, qui est une tentative de développer une méthode de bioproduction symbiotique, c'est-à-dire de pouvoir communiquer avec les arbres, murmurer à l'oreille des arbres. C'est un peu ce qu'on peut faire avec les chevaux. Donc à essayer de les observer, les comprendre et puis de communiquer. C'est pour ça que donc c'était là. Ouais, je vais aller vite. Hop là. Donc là, je vous montre cette slide parce que c'est donc le projet Plantoid, ce qui m'a inspiré après en me disant comment est-ce que je m'approprie le blockchain, comment ça fonctionne. Je dis il y a aussi finalement ça peut répondre à des questionnements qui me sont propres, donc le problème de la déforestation et comment est-ce que je peux donner une voix aux arbres et aux forêts. Ce qui me paraissait bien dans la blockchain, c'est justement que c'est réputé inviolable, décentralisé. Donc je me dis, on peut peut-être faire un système où on va identifier chaque arbre dans le monde entier, leur donner une identité virtuelle inaliénable, et ensuite créer une DAO collective qui fait que les décisions se prendraient entre les humains, les arbres, et on ne pourrait plus couper un arbre sans leur demander prendre une vraie décision collective. Donc ça, c'est ce que ça m'a inspiré. Ça, c'est les premiers prototypes du Plantoid lors du premier workshop qu'on a fait, complètement. Ce que vous pouvez voir là, c'est des espèces de petits objets, des choses. C'est ma façon en tant qu'artiste de mettre des objets 3D qu'on peut manipuler pour essayer d'appréhender le concept. Donc c'est vraiment on est sur l'idée de penser avec les mains, parce que j'y comprenais et j'y comprends toujours rien à la blockchain, mais un petit peu plus. Mais je commence à rêver grâce à ça.
Là, c'est quelques exemples aussi du smart contract qui a été donc défini pour cette autre version du plantoid, qui serait donc une fille de la plantoid qui a créé Primavera de Filippi. On a travaillé en workshop avec Laura Champion, avec Xavier Lavassie aussi, avec des bricodeurs. On a développé des choses ensemble et on va continuer à le faire cet après-midi. Donc vous êtes invités à participer et à découvrir, à en savoir plus sur la première plantoïde et puis sur ce que les prochains plantoïdes seront et peut-être à les inventer aussi. Donc il y aura l'Open Lab avec Cell Labs, etc. Cet après-midi dès 14h.